Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Si vous êtes passé en Vendée cet été, peut-être avez-vous fait escale au Puy du Fou. Ce parc qui promet d'offrir un voyage spectaculaire dans le temps grâce à une série de spectacles et de mises en scène toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Mais avec quel message derrière et quelle vision de l'histoire? Alors que les parcs à thème historique remportent un succès grandissant, que des fresques télévisées historiques comme het Verhaal van Vlaanderen en Flandre réalisent des audiences dignes des matchs des Diables Rouges et que des hommes et femmes politiques manipulent des faits historiques, nous allons nous interroger ce soir sur les instrumentalisations de l'histoire à des fins politiques. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alors tout d'abord en studio, Frédéric Donte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien du droit à la VUB. Et alors par téléphone, nous accueillons Florian Besson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge et plus particulièrement des croisades et des États latins d'Orient. Et vous avez rédigé avec trois autres historiens un livre intitulé « Le Puy du Fou, enquête sur un parc qui déforme l'histoire ». Alors, Florian Besson, le Puy du Fou, il attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année, une majorité de Français, mais parmi les touristes étrangers, ce sont les Belges qui sont les plus nombreux. Donc le succès est grandissant pour ce parc, il vient de fêter ses 45 ans quand même. La première réaction, ce serait plutôt de se réjouir et de se dire « Tiens, voilà, l'histoire intéresse, touche les gens ». Et pourtant, vous avez décrypté les spectacles et vous écrivez dans le livre « L'histoire n'est pas seulement rhabillée et apprêtée pour plaire à un large public, elle est bel et bien défigurée ». Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, le but c'est pas de se réjouir ou de déplorer. Nous, on est allé étudier le Puy du Fou dans une posture d'historien et d'historienne, donc dans une posture critique par rapport à un discours qui met en scène l'histoire. Le but c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, et c'est encore moins de dire aux gens n'y allez pas, parce que ça c'est pas du tout notre rôle. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le Puy du Fou vend une promesse, vous l'avez dit, de voyage dans le temps, d'une promesse de contact avec l'histoire à travers des mises en scène, à travers des spectacles, à travers des effets spéciaux. Et en réalité, en fait, quand on se plonge dans les spectacles, quand on se plonge dans le détail de ce qui est dit, de ce qui est montré, de ce qui est sous-entendu, ou de ce qui est, encore une fois, montré très explicitement, on se rend compte que c'est pas de l'histoire, ou alors que si histoire il y a, elle est effectivement très déformée, que ce soit avec une série d'erreurs, une série d'anachronismes, et surtout, on aura évidemment l'occasion d'en parler, un discours politique en fait permanent qui structure l'ensemble des spectacles du parc. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal ce parc, il faut dire quand même qu'il a été fondé par Philippe de Villiers, qui est un homme politique de droite, qui défend clairement les racines chrétiennes de la France. Et c'est toujours lui qui écrit tous les spectacles aujourd'hui. Donc c'est clair que par exemple, cette mise en avant du christianisme, elle ressort très clairement dans les spectacles. Oui, absolument. En fait, on retrouve l'ensemble des motifs politiques de Villiers, que ce soit cette mise en avant, encore plus que du christianisme, c'est du catholicisme, parce que les christianismes, il y en a plusieurs, et là, c'est uniquement dans sa version catholique, mais c'est également la même chose pour une mise en avant de la royauté, une mise en avant de l'aristocratie, et puis plus globalement, un message, ce qu'on pourrait appeler un message passéiste, cette idée que le passé, c'était mieux, même si c'est un mieux très flou et un passé très flou, mais l'idée que c'était mieux avant, que la vie était à la fois plus douce, plus belle, plus simple, plus vraie, un ensemble de valeurs en fait qui sont propres effectivement à un camp politique assez marqué à droite. Oui, et donc ça veut dire que dans les spectacles même, est-ce que vous avez repéré vraiment des erreurs historiques, des choses qui sont dites et qui sont fausses ? Alors oui, on en a repéré plein, un peu partout, mais finalement c'est pas si grave. Il y en a partout, mais c'est vraiment toujours dès qu'on met l'histoire en scène, dès qu'il y a une fiction historique, quelle qu'elle soit, un roman, un film, un festival, peu importe, il y a forcément des erreurs. Donc finalement c'est pas le plus embêtant. Il y en a qui sont un peu agaçantes quand il y a des gros anachronismes, quand le Puy du Fou se trompe sur des dates par exemple, et donc fait dialoguer des personnes qui sont mortes à ce moment-là, ou des personnes qui n'ont pas pu dialoguer parce que elles appartiennent pas tout à fait à la même période, ce genre de choses. Donc ça, c'est des erreurs qu'on retrouve un peu tout le temps dans les spectacles ou dans les livrets pédagogiques qui accompagnent les spectacles. Donc voilà, il y a certaines erreurs qui sont plus grosses que d'autres. Quand le Puy du Fou écrit que l'empereur Jules César a conquis la Gaule, bon, c'est une grosse erreur qui fait bondir tous les spécialistes d'histoire antique et puis même tous les gens qui ont un peu des notions en histoire antique, puisque César, bien sûr, n'a jamais été empereur. Mais encore une fois, finalement, ces erreurs, c'est moins grave, en tout cas moins
moins interrogeant. Il y a moins besoin de porter un regard critique dessus que sur les perspectives politiques qui sont à la racine du parc. On va en parler, mais du coup j'ai envie de me tourner vers vous, Frédéric Donte, donc en studio. Je le disais en introduction, en Flandre, il y a une série qui s'appelle Het Verhaal van Vlaanderen, qui a été diffusée il y a quelques mois sur la VRT et qui a vraiment réalisé des succès d'audience assez impressionnants. Donc son objectif, c'était de raconter en 10 épisodes de 50 minutes 38 000 ans d'histoire flamande. Alors, est-ce que déjà, parce qu'on parlait ici d'erreurs historiques, par exemple dans le Puy du Fou, est-ce qu'il y avait des erreurs historiques ou est-ce que, on va dire, sur sa trame, cette série, elle respectait les faits historiques, la vérité historique? Oui, comme le collègue vient de le souligner, l'anachronisme est toujours là quand on essaye de mettre l'histoire en scène. Et la particularité de cette série, c'est qu'elle a fait du 50-50. 50% divertissement, 50% information. Il faut s'imaginer, pour les Français, qu'une vedette d'émission de divertissement genre Patrick Sébastien fasse une émission historique où la moitié du temps c'est lui et la moitié du temps ce sont des historiens qui racontent. C'est un peu le format de Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, à la différence que le niveau d'entrée est encore plus bas. C'est une émission encore plus accessible que celle que fait Stéphane Bern, avec aussi en France toutes les remarques et le contexte dont vous êtes au courant. Pour le Verhaal van Vlaanderen, ce qui a inquiété le plus, c'est le contexte politique. C'est une émission qui a été commandée par le gouvernement flamand actuel, qui est composé des nationalistes de droite, la NVA, des libéraux et des chrétiens-démocrates. Donc, imaginez-vous en France un gouvernement LR, mais cette idée d'investir dans une politique d'identité vient d'une phase de négociation préalable entre la NVA et le Vlaams Belang. En France, on dirait le Rassemblement national. Et la NVA a utilisé ces deux marqueurs pour se positionner par rapport au Vlaams Belang. Donc, évidemment, les historiens professionnels étaient très inquiets et l'Académie royale flamande de Belgique a publié un point de vue souscrit par beaucoup d'historiens qui met en garde contre l'utilisation de canons. C'est une autre initiative, une liste de 60 fenêtres sur l'histoire flamande, aussi une liste, disons, plus ou moins officielle, et d'autre part cette émission. Cependant, les nationalistes ont eu l'intelligence de laisser la direction de ces initiatives, certainement pour les canons, dans les mains des spécialistes. Ce qui rend le jugement final un peu double. On ne peut pas nier le succès populaire que cela a eu. Et d'autre part, si on peut critiquer, c'est surtout par les approches choisies, la sélection des thèmes, mais pas forcément par rapport à ce qu'ont contribué les experts de toutes les universités, qui sont des experts reconnus en leur matière. Donc, c'est un peu ambigu. Il faut s'imaginer, et pour les Français, c'est un peu abstrait, je m'imagine, mais en Belgique, la question de la nation ou de la souveraineté est toujours d'actualité, surtout entre spécialistes de droit constitutionnel ou dans le cercle nationaliste. Ils ont voulu éviter que le Verhaal van Vlaanderen soit perçu comme un essai de propagande. Donc, en intro, on entend l'histoire de ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Flandre. Il faut s'imaginer pour la France qu'on ne parle pas du comté de Flandre, qui était à majeure partie assujetti à la suzeraineté du roi de France, mais qu'on parle d'une région qu'on appelle depuis le 19e siècle la Flandre, qui est composée de morceaux de la principauté de Liège, du duché de Brabant et du comté de Flandre. Donc déjà là, historiquement, appliquer les termes est une affaire assez délicate et on ne tombe pas dans le piège du 19e siècle avec les romans de Conscience, un auteur très connu de chez nous qui voulait utiliser la bataille des Éperons d'Or de 1302 pour faire appel à un sentiment de solidarité entre néerlandophones en Belgique. Disons, ce n'est pas du tout cela. On respecte les réalités historiques et les institutions. On n'essaie pas de rétroprojecter la Flandre telle qu'elle existe aujourd'hui dans le passé, mais il y a des petits éléments de langage qui sont répétés, il y a des impressions subjectives qui peuvent rester dans la tête, disons, des spectateurs occasionnels du dimanche soir à 20h qui cherchent surtout du divertissement. Donc c'est beaucoup plus subtil que chez De Villiers, on ne fait pas du tout du Zemmour non plus, on fait appel à des spécialistes et là on peut critiquer, c'est par exemple l'oubli de la dimension internationale jusqu'à
jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est pas sur les faits historiques en elles-mêmes qu'on peut critiquer cette série, mais c'est plutôt sur le choix de traiter de tel ou tel sujet. Et le fait de, par exemple, ne pas traiter certains événements historiques mondiaux, internationaux, la dimension internationale, fait qu'il y a un biais quand même dans cette série. Un biais, ce n'est pas sûr. Hein. Ce qui est assez drôle pour un projet qui devrait plaire aux nationalistes flamands, c'est que, par exemple, la bataille des Éperons d'Or, où l'armée du roi de France a été défaite à Courtrai au début du XIVe siècle, est présentée sous un angle d'approche très marxiste. Puisque un des historiens qui a beaucoup contribué à l'émission et aussi à cette fameuse liste, Jan Dumoulin, est un marxiste assumé. Et le lendemain, le leader des nationalistes flamands, Bart de Wever, s'est montré très indigné qu'on ait eu une lecture marxiste de ce grand événement symbolique pour le mouvement flamand. Donc oui, ça veut dire que ça a été commandé par les nationalistes, mais que tous les épisodes ne leur ont pas plu nécessairement. C'est ça le... Oui, en effet, et ça suscitait un peu de débat. Donc ce que je viens de mentionner, l'oubli du contexte international, ça vaut aussi pour 1302 et dans les colonnes des journaux, où évidemment on a un tout autre public que celui qui regarde la télé le dimanche soir. Ces aspects ont été discutés et abordés. Donc dans ce sens-là, il ne s'agit pas d'une tentative d'instrumentalisation du passé pour capter l'opinion publique flamande en général, sauf pour ces petits sous-entendus et les aspects plus divertissement, disons, par exemple, quand on a la révolte à la fin du XVIIIe siècle contre le Directoire, on parle de la conscription, mais évidemment, il y a beaucoup plus d'autres facteurs qui doivent être pris en compte. Et on espère juste que les spectateurs vont vers les librairies et achètent des ouvrages plus spécialisés pour approfondir leurs connaissances. Florian Besson, j'ai envie de me tourner vers vous pour voir si, finalement, en quoi est-ce vraiment problématique le fait de mêler histoire, divertissement, le fait de faire peut-être le fait de contourner un peu la réalité. Est-ce que c'est foncièrement grave? Vous le dites vous-même dans le livre. Vous avez été impressionné par les décors, par la beauté des spectacles. Et donc, qu'est-ce qui pose vraiment problème? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Et en fait, non, il faut répondre que non, c'est pas du tout foncièrement problématique de faire de la fiction à partir de l'histoire. Non seulement il n'y a aucun problème, mais c'est même une bonne chose. Les gens découvrent l'histoire beaucoup plus par la fiction que par les travaux des historiens et des historiennes. C'est par les romans, par les bandes dessinées, par les séries, peu importe, qu'on entre dans l'histoire, qu'on découvre le goût de l'histoire. Et c'est une très bonne chose. Donc heureusement que ça existe et que ça existe partout, sous plein de formes différentes. Mais encore une fois, le Puy du Fou, en fait, c'est pas un divertissement. Et ce serait une erreur de le voir sous l'angle d'un divertissement, puisque De Villiers dit lui-même que quand il a fondé le Puy du Fou, c'était pas pour fonder un parc d'attractions, c'était pour diffuser un message politique précis. À l'époque centré en grande partie sur la volonté de faire reconnaître ce qu'on appelle un génocide vendéen, donc qui renvoie aux guerres civiles de la Révolution française. Et pour diffuser ce message, il a choisi la forme d'un parc d'attractions qui lui paraissait la plus efficace, la plus à même de diffuser son image auprès d'un grand nombre de visiteurs. Et est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne du coup, que le message finalement passe de façon insidieuse et qu'on convainc grâce à ça? Bon, là, ça c'est vraiment délicat parce que, en fait, il faudrait pour le coup une vraie enquête sociologique sur la réception de ce message auprès des publics du parc. Je pense qu'il faut tenir un discours un peu équilibré. Il faut pas sous-estimer l'intelligence critique du grand public. Les gens sont pas bêtes, ils sont tout à fait capables de voir qu'on leur sert un discours de propagande catholique, royaliste, anti-révolutionnaire, etc., etc. Donc ils sont capables de le voir, ils sont capables de s'en détacher. Ils sont capables aussi tout simplement d'apprécier les combats, les explosions, les effets spéciaux sans être touchés dans leurs convictions. Autrement dit, il ne suffit pas d'aller au Puy du Fou pour sortir en votant Éric Zemmour. Et dans l'autre sens, et là je rejoins tout à fait ce que disait mon collègue, il ne faut pas non plus sous-estimer l'efficacité d'images qui peuvent laisser des graines, surtout quand elles sont reprises de spectacle en spectacle, surtout quand par ailleurs elles sont alimentées en France par d'autres publications, des journaux, des articles, des émissions de radio qui sont sur la même ligne de front et qui du coup reprennent les mêmes messages, les mêmes antiennes, les mêmes motifs. Donc je pense que voilà, il faut essayer d'être un peu équilibré sur cette question de la réception et donc de l'efficacité de ce genre de machine.
Du coup, Frédéric Donte, je lisais que par exemple, het verhaal van Vlaanderen, certains professeurs comptaient peut-être le diffuser dans les écoles, justement pour l'utiliser comme outil pédagogique. Mais ça signifie quand même qu'il y a une baisse de niveau. Enfin, on est dans de la... Voilà, vous l'avez dit, dans un divertissement, mais et ça montre quoi? Qu'il y a quand même une baisse de niveau de l'enseignement de l'histoire à l'école? Ou, en tout cas, qu'est-ce que ça vous pose comme question, le fait que soit diffusé, par exemple, dans les écoles? On constate ce qu'on voit dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE, ce qu'on entend tout le temps ces derniers jours avec la rentrée des écoles, qu'il y a partout un problème avec le niveau de la langue. Et la langue, c'est la base de tout. Et donc, je m'imagine que ceux qui partent avec moins de capital social et de capital culturel, notamment la présence de livres, de pouvoir voyager avec les parents, etc., et plus de difficultés aujourd'hui à accéder à un niveau de connaissance de base. Ça pourrait être une partie de l'explication, mais d'autre part, il faut aussi voir, et c'est lié à la question de la nation et de l'intérêt général, que l'importance de l'histoire dans l'espace public français est beaucoup plus importante que chez nous. Chez nous, les gens sont mobilisés pour des événements en marge du patrimoine. Quand il y a à boire ou à manger, les touristes étrangers viennent dans les musées, mais notre propre population est très difficile à mobiliser là-dessus. Et dans l'enseignement, on a parfois tendance à céder un peu à ça. Et ce que je trouve frappant, pour tout historien, je crois, ça met un tout petit peu en colère, c'est au début, et c'est répété chaque émission, je crois, que l'acteur Thomas explique que pour lui, l'école, l'histoire, c'était ennuyeux, c'était trop abstrait, que c'était pas bien, ça parlait des Grecs et des Romains, il comprenait rien. Et ensuite, il commence dans la préhistoire, il va évidemment aussi faire l'époque antique, c'est complètement contradictoire, mais on essaye d'aller dans le sens de caresser le public dans le sens du poil en disant écoutez, ce que vous voyez à l'école, on comprend que ça ne vous dise rien et voilà quelque chose d'amusant. Mais je crois que tout professeur d'histoire, face à ça, doit justement démontrer les angles d'approche qui n'ont pas été choisis, les aspects problématiques de certains épisodes. Et là, je crois qu'on peut quand même susciter un peu d'intérêt chez les étudiants. Il faut voir aussi que dans la recherche en général, la perspective traditionnelle d'histoire des institutions, d'histoire politique, d'histoire diplomatique, a été très largement délaissée et ça a aussi tendance à fragmenter, à pluraliser l'enseignement dans le secondaire en espérant qu'on suscite l'intérêt des étudiants. C'est un débat tout à fait à part. Moi, j'enseigne l'histoire politique et l'histoire du droit et à mon avis, ça peut mener dans toutes les directions et être combiné avec n'importe quel sujet, mais il y a certainement une certaine fragilité par rapport à ça, d'autant plus que la question institutionnelle aujourd'hui en Belgique est très compliquée. Un des aspects qui n'est pas traité dans le verhaal van Vlaanderen, c'est la réforme de l'État. On a eu 6 réformes de l'État depuis 1970, c'est trop compliqué pour expliquer aux téléspectateurs le dimanche soir. Par contre, ce que je trouve très positif, c'est que contrairement aux clichés véhiculés par des nationalistes du flamand qui travaillent dur et qui payent soi-disant pour le reste du pays, on montre les acquis sociaux, la conquête du droit de vote, les congés payés, la position des immigrés depuis les années 60 et leur contribution à notre essor économique. Et ça, ce sont des points de vue, je crois, qui peuvent aussi construire de nouveaux ponts entre de nouvelles générations d'élèves et l'histoire qui appartient à tous. Florian Besson, on vient d'entendre Frédéric Donte qui disait, voilà, dans cette série télévisée en Flandre, le présentateur disait régulièrement dans mon enfance, j'ai trouvé que l'histoire était ennuyante. Et c'est un peu le discours que porte Philippe de Villiers, puisqu'il accuse les historiens, finalement, peut-être pas de ringardisme, mais je pense que dans votre livre, vous dites, il les accuse de mémoricide, on est encore pire. Et donc, on fait passer les historiens, les scientifiques, pour des ringards qui chipotent sur des détails? Oui, absolument. En fait, de Villiers, pour le coup, dirait dans mon enfance, l'histoire, c'était bien parce que c'était l'histoire de la Troisième République. Donc, c'était une histoire très nationaliste, très ce qu'on appelle le roman national. Et par contre, après, il construit tout un discours en disant « et depuis », les historiens, avec une généralisation, comme si tous les historiens appartenaient à la même secte secrète, les historiens ont essayé de tuer l'histoire. Ils les accusent dans un de ses livres d'être des médecins légistes se pressant sur le cadavre de l'histoire de France pour la disséquer de partout. Et ça, vraiment, c'est un des reproches forts de Villiers, avec cette opposition manifeste
manichéenne entre d'un côté la bonne histoire que le Puy du Fou prétend incarner, une histoire avec des valeurs, avec un souffle, et au contraire une mauvaise histoire caricaturée qui serait l'histoire universitaire qui chipote sur des détails et qui perd le sens de ce qui est essentiel. Mais évidemment c'est totalement faux puisque l'histoire universitaire, mon collègue vient de le dire, c'est une histoire qui peut être passionnante, y compris avec des élèves très jeunes qui sont pas du tout trop jeunes pour qu'on puisse leur faire de l'histoire critique, appuyer sur des sources, avec des nouveaux questionnements historiographiques, etc. C'est pas du tout ennuyeux, loin de là. Oui, et d'ailleurs, dans le livre, vous vous prêtez un exercice qui est assez intéressant. C'est que vous rédigez vous-même un scénario de spectacle qui se base sur des faits historiques et non pas sur des faits fantasmés. Donc, ça veut dire que finalement, mêler l'histoire et le divertissement, c'est faisable sans renier sur la vérité, on va dire. Oui, bien sûr, c'est faisable et puis ça a été fait encore une fois de plein de manières. On trouverait plein de bons exemples de ce mariage. Mais effectivement, la question c'est dans quelle intention on le fait, sur quels matériaux on le fait. Dans les spectacles qu'on se plaît à imaginer à la fin, le point commun c'est que tous ces spectacles ils s'appuient sur des sources. Les historiens et les historiennes, ils travaillent sur des sources, sur des documents, des objets qui viennent du passé. C'est ce qui nous permet de ne pas raconter n'importe quoi, ce qui permet à notre travail d'être vérifié par nos pairs, etc. Donc ce qui permet à l'histoire en fait d'être une science humaine. Et évidemment, au Puy du Fou, il n'y a pas de source puisque tous les spectacles sont inventés, déformés, caricaturés, etc. Alors que je pense que le plus important, si on veut faire de la fiction historique, c'est super, mais il faut des sources. Alors, Frédéric Donte, donc on l'a dit déjà que ce soit dans le cas du Puy du Fou, où clairement il y a une volonté de manipulation, de montrer une certaine forme d'histoire en roman national. Ici, vous l'avez dit, le Oud van Vlaanderen, il a quand même été commandité par le gouvernement flamand, et même s'il n'était pas à la manœuvre pour la réalisation de la série, il y a quand même une volonté de faire cette histoire de Flandre. Et donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est quand même montrer que la Flandre, elle a sa propre histoire, différente de l'histoire belge, par exemple. Ce qui est assez ironique, c'est qu'un des reproches qui a été formulé par rapport au Verhaal van Vlaanderen, c'est que c'était très proche de l'histoire de Belgique d'Henri Pirenne, historien de l'ULB francophone, de sentiment libéral, disons, qui, dans son histoire en général, était dans le collimateur des nationalistes wallons, des historiens de sensibilité wallonne, parce qu'il avait prêté trop d'attention au comté de Flandre dans l'histoire générale de la Belgique. Et évidemment, il y a tout un courant historiographique dans ce sens-là qui veut affirmer la singularité de la trajectoire du Hainaut, de la principauté de Liège, etc. Ça, c'est un premier point. En quelque sorte, si c'est un roman national, se reproduit très fortement le roman national belge, et la Belgique n'est pas absente, évidemment, de toute cette histoire où on demande aux experts de venir expliquer au grand public. Cependant, il y a des craintes par rapport aux élections de l'année prochaine, où des sondages donnent une majorité à la NVA conjointement avec le Vlaams Belang. Mais je ne crois pas que ce genre d'émission est de nature à y contribuer beaucoup. On a mentionné la Troisième République tout à l'heure avec De Villiers. Pour la France, la Troisième République, c'est un régime parlementaire, c'est des droits et des libertés, c'est quand même la fin de la monarchie, c'est une période assez progressiste. On pourrait regretter que dans le Verhaal van Vlaanderen, il n'y ait pas beaucoup d'attention, par exemple, à la question confessionnelle au XIXe siècle, aux libertés constitutionnelles, ça passe assez vite, mais je ne crois pas que l'objectif fondamental de cette émission ait été de contribuer à, disons, une meilleure compréhension de ce que c'est d'être citoyen dans une démocratie. C'est du divertissement et des fenêtres sur le passé où les gens peuvent aller vérifier quand ils habitent pas loin de Bruges ou de Gand, pourquoi tous ces touristes étrangers viennent visiter ces villes, ou même dans des endroits un peu moins connus. Il y a récemment un pont qui a été baptisé d'après Pandor Fernanda, un Congolais qui a obtenu un diplôme ici en Belgique sur l'époque coloniale. Il y a des personnages qui ont été un peu sortis de l'oubli, comme Émilie Claes, une femme socialiste à Gand au XIXe siècle, qui avant était considérée par l'historiographie comme quelqu'un qui avait échoué. Non, justement, une relecture par les historiens, dans le cadre de ces émissions populaires, l'a fait sortir, disons, de sa tombe.
Mmh. Et est-ce qu'on pourrait envisager une histoire comme celle-là, une série télévisée comme celle-là en Wallonie ou à Bruxelles? Alors je sais que ça a coûté très très cher, hein, on parle de plusieurs millions pour la réalisation de cette série et beaucoup de subsides d'ailleurs, ce qui a entraîné d'ailleurs toute une série de polémiques. Mais est-ce que vous voyez ce genre de production en Wallonie? Je connais insuffisamment le paysage audiovisuel francophone en Belgique pour ça, mais il me semble logique qu'en 2030, par exemple, on essaye de faire quelque chose de commun. Hein. N'oubliez pas non plus, et Monsieur de Villiers critique les historiens professionnels. On a un auteur en Flandre, Bart van Loo, qui a publié des ouvrages populaires sur les ducs de Bourgogne, une époque où notamment les deux côtés de la frontière linguistique étaient quand même pour la grande partie intégrés dans la monarchie dans l'État bourguignon. Lui, il critique nos historiens académiques puisqu'ils ne viennent pas devant le grand public, ils laissent ce champ-là à d'autres sortes d'initiatives. Et je crois que là, il y a quand même un fond de vérité. Et Le Verhaal van Vlaanderen, mais aussi des émissions plus spécialisées sur la deuxième chaîne, sur Canvas, sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., sont des opportunités, je crois, pour sortir de sa tour d'ivoire, pour le dire caricaturalement, et d'aller vers le grand public qui a quand même aussi droit, même si c'est dans une forme vulgarisée, à un retour sur investissement pour les activités académiques qui peuvent être brillantes et perçues par les collègues étrangers, mais qui ne sont pas forcément très visibles pour la grande masse des personnes, par exemple celles qui ne vont pas à l'université ou qui, dû à des circonstances, ont eu un enseignement qui n'est probablement pas de la meilleure qualité. Florian Besson, justement, comment redonner ces lettres de noblesse à l'histoire, aux historiens? Comment faire en sorte que l'historien reprenne sa place dans la société et ne laisse plus de place ou laisse moins de place à des choses comme le Puy du Fou, mais aussi comme Zemmour, dont on n'a pas encore parlé, mais qui a clairement aussi utilisé et détourné des faits historiques à des fins de propagande? Oui, alors moi je dirais que pour que l'historienne ait de la place comme ça dans le champ public, il faudrait encore la lui laisser. Parce que pour le coup, en France, il y a des initiatives très bonnes d'histoire vulgarisée portées par des universitaires. Il y a des émissions de radio, il y a des podcasts. Il y a des choses vraiment de grande qualité qui existent, ou du moins qui existaient, puisque c'est des choses qui ont tendance à se raréfier, voire à disparaître. Je pense à l'émission, par exemple, qu'animait Patrick Boucheron, médiéviste, professeur au Collège de France sur France Inter, qui pour le coup était vraiment une excellente émission de diffusion de la recherche, avec vraiment la recherche la plus pointue possible, diffusée auprès d'un grand public. Et cette émission, elle a été supprimée récemment des ondes, alors même qu'elle rencontrait un succès à la fois public et critique. Donc en fait, derrière, il y a aussi un ensemble de machines médiatiques qui en plus, on le sait, ont tendance à être concentrées de plus en plus entre les mains d'un certain nombre d'oligarques qui partagent eux-mêmes des intérêts politiques communs. Donc en fait, on ne peut pas penser la place de l'histoire dans l'espace public si on ne pense pas à tout l'écosystème politique, médiatique, économique qu'il y a derrière, qui structure cet espace public. Et donc là, il y a des vrais enjeux en fait de prise de parole publique qui sont importants si effectivement on veut que l'histoire de qualité elle puisse continuer à être entendue, à être visible, à être reconnue. Oui, et ça veut dire qu'on privilégie aujourd'hui, en France en tout cas, une forme d'histoire simplifiée qui met en avant notamment cette idéologie de c'était mieux avant, cette histoire qui n'a pas bougé et voilà, où on ferait une plongée dans le passé, on se dira c'était mieux et ça n'a pas bougé jusqu'à quelques années et tout était mieux avant. Oui, absolument. Et puis on privilégie une croyance selon laquelle l'histoire, pour qu'elle soit accessible, il faudrait qu'elle soit simpliste. Ce qui est faux, puisqu'encore une fois, il y a plein d'exemples de très bonnes initiatives qui montrent qu'on peut tenir des discours complexes, et notamment qu'on peut parler complexité aux gens. Les gens, ils sont pas bêtes, et ils sont tout à fait capables de comprendre, et même, en fait, ils apprécient quand on leur dit c'est plus compliqué que ça, les identités, c'est pas binaire, la France, elle n'existait pas au temps de Clovis, et qu'on leur explique comment, qu'on leur montre des sources, qu'on leur montre comment les historiens et historiennes travaillent. Mais de plus en plus s'impose cette idée que le grand public est idiot, et donc il faut un discours très simple, dans lequel on ne peut pas du tout parler de nuances, pas de sources, pas de discours critiques, etc. Et en fait, du coup, c'est un discours qui se nourrit de lui-même. Si on appauvrit de plus en plus la qualité de ce qu'on produit, ça ne va pas aider non plus à produire ensuite un lectorat ou un public critique et avide de choses de plus en plus exigeantes. Quand même, vous avez France Culture et nous, on n'en a pas. Hein. Bon, on essaye en tout cas. Mais
Et puis on peut miser aussi sur l'enseignement, hein. Soyons positifs pour terminer, sur l'enseignement qui doit aussi apprendre aux plus jeunes cette histoire et ces faits historiques. Mais vraiment merci à tous les deux. Donc Frédéric Donte, je rappelle, vous êtes historien du droit à la VUB, et Florian Besson, donc historien et auteur du livre Le Puy du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire. Je vais quand même citer vos co-auteurs qui sont historiens également. Il s'agit de Pauline Ducret, Guillaume Lancereau et Mathilde Larère. Merci beaucoup à tous les deux, et on va peut-être vous ouvrir les portes plus régulièrement pour aborder ces faits historiques. Je pense que ce sera un intérêt pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux, et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.